Salut tout le monde, vous regardez Pouce, l'émission de Click TV qui observe la société à travers le prisme d'Internet et des écrans. Au programme aujourd'hui, pourquoi sommes-nous toujours en colère sur les réseaux sociaux? Une mauvaise vanne d'un humoriste ou d'un youtubeur, colère. Une déclaration malheureuse d'un ministre, grosse colère. Un tweet de Donald Trump, smiley, pas content, mais alors pas content du tout. Va-t-on s'épuiser à force de trop s'indigner à coups de tweets et de commentaires? C'est le débat du jour. Et puis on recevra en seconde partie d'émission Lorraine Bastide qui depuis 2016 fait parler la poudre et les femmes dans ses podcasts. Et on lui demandera, tiens, si le podcast est devenu le média féministe par excellence. Préparez-vous, Pouce, ça commence maintenant. Les réseaux sociaux sont-ils devenus les lieux de l'indignation permanente? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui avec mes invités du jour. À mes côtés, il y a Mélanie Mwanga. Bonjour Mélanie. Bonjour. Journaliste, co-animatrice du Chip, un podcast qui regarde la pop culture à travers le prisme de la question noire. C'est bien ça, je ne me trompe pas? Oui, tout à fait. J'ai tout bon? C'est ça. À mes côtés, il y a Tristan Mendes France. Salut. Salut Tristan. Salut. Enseignant au CELSA, spécialiste du numérique, spécialiste des communautés les plus radicales, les plus extrêmes, on peut le dire, de la fachosphère, comme on dit. Je les suis un peu, ouais. Maître de conférence associé à Paris Diderot. J'ai tout dit? Absolument. Et il y a aussi Jérôme Lèbre, bonjour. Bonjour. Philosophe, auteur du livre Scandale et démocratie, paru très récemment, mais aussi éloge de l'immobilité. Jérôme, première question, c'est quoi l'indignation? Alors, c'est une émotion. C'est une émotion, c'est-à-dire quelque chose qui emporte d'une certaine manière le jugement, mais aussi la sensibilité, puisqu'on a beau être des êtres très techniques, on est aussi des êtres corporels et sensibles. Donc de ce point de vue-là, il y a toujours eu de l'indignation. Et simplement, les moyens techniques nouveaux vont donner de nouveaux champs et puis aussi modifier ces sentiments, parce que les sentiments ne sont pas simplement naturels, ils sont aussi historiques. Et un sentiment qu'on a exacerbé aujourd'hui, on pourrait le dire. Est-ce qu'on est en train de vivre l'ère de l'indignation permanente, comme je le disais en introduction? En fait, il faut bien voir que cette indignation a toujours été là, présente. Parce que j'ai dit un sentiment, je n'ai pas vraiment précisé lequel, mais je pense qu'il est lié à l'injustice. Je disais, il y a une question de jugement aussi. Et en fait, quand on juge que quelque chose est injuste, je dirais qu'il y a une possibilité extrême qui est la colère. Et puis, il y a une possibilité qui est plus axée en fait vers la justice elle-même, parce que la colère, c'est une sorte de défense très agressive. Et donc, voilà, ce sentiment-là de l'injustice, c'est l'indignation. Donc, il a toujours été là. Ce qui est sûr, c'est que la communication a maintenant quantité de manières nouvelles, elle plein de nouveaux canaux. Et ces canaux sont autant de canaux, je dirais, pour tous les sentiments. Donc l'indignation, comme les autres. Alors permanente, j'irai pas jusque-là, parce que ce qui est intéressant avec les sentiments, justement, chez chacun de nous, c'est qu'ils changent. Voilà. Dès qu'on dit permanent, on perd quelque chose dans le sentiment, parce que ce qui fait la richesse d'une vie, qu'elle soit individuelle et collective, c'est la variation des sentiments. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est toujours le cas. Tristan, comment expliquer que les réseaux sociaux donnent l'impression, le sentiment qu'on est tout le temps indigné, tout le temps en colère? Alors je crois qu'il n'y a effectivement pas d'indignation permanente, continue, mais il y a des successions d'indignation qui nous donnent l'impression, quand on est sur les réseaux sociaux, qu'il y a de l'indignation tous les jours et tout le temps. Mais on ne s'indigne pas indéfiniment sur un sujet. On passe d'un sujet, comme de branche en branche, on passe d'un sujet à l'autre. Alors pourquoi les réseaux sociaux? Parce que, il y a plusieurs choses. Il y a des études qui ont montré d'ailleurs qu'on partage plus facilement un tweet, un contenu qui exprime une indignation. Ça relève de l'affect. On peut le citer, il y a notamment l'ingénieur de Google très récemment qui a déclaré à propos des réseaux sociaux, je vais le citer, l'indignation morale est le sentiment qui obtient le plus d'engagement. Pour chaque mot d'indignation ajouté à un tweet, le taux de retweet augmente en moyenne de 17%. Ouais. Je crois que c'est quelque chose qui relève encore une fois de l'affect. Les indignations notamment exprimées, si on est sur les réseaux sociaux, c'est des indignations qui sont exprimées par des gens qu'on suit. Donc des gens avec lesquels on a déjà une affinité un peu particulière. Donc moi, si j'ai un pote, quelqu'un que je suis, quelqu'un que j'estime et qui me dit que ça c'est scandaleux, il y a de fortes chances, vu qu'on doit avoir des liens idéologiques pas très éloignés, que je sois en accord avec lui, et vu que c'est quelque chose qui touche à l'affect, quelque chose de profond, je vais relayer moi ça au mien et recommander ça à ma propre communauté. Et donc ça prend feu sur cet espace-là, qui est un écosystème un peu particulier. Mélanie Mwanga, ça dit quoi de notre société que les réseaux sociaux sont devenus les lieux de l'indignation? En fait, les réseaux sociaux, je pense qu'on a tendance à beaucoup en parler, mais en réalité, c'est quand même j'ai l'impression que c'est quand même un petit microcosme, quoi.
tous les Français ne sont pas sur Twitter tous les jours à retweeter et à s'indigner. Mais effectivement, c'est une caisse de résonance très forte. Et moi, j'ai l'impression, ce que vous disiez, ça me faisait penser à la pratique du dunking. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est quand on voit un tweet qui nous indigne, du coup, soit parce qu'il n'est pas du tout aligné avec nos croyances ou nos idées. Et du coup, on le retweet et on s'en moque. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui marche très fort sur Twitter, notamment, parce que du coup, les gens qui sont d'accord avec nous vont retweeter ce que nous, on vient de retweeter, mais en même temps, ça porte la parole du tweet de base, ça lui donne en fait aussi un écho très très fort. Et donc par exemple, si je retweete quelqu'un d'extrême droite en disant « Regardez ce que cette personne a écrit, c'est scandaleux », et bien par là même, je donne encore plus de pouvoir à cette parole-là aussi. Mais oui, on peut par exemple parler de Agnès Serigali, que personne ne connaissait encore il y a quelques mois, qui s'est fait remarquer par des tweets assez nauséabonds qu'on va voir à l'image. Là, le DRH de la RATP a une immense responsabilité dans la grève. Il a recruté des milliers d'agents arabo-musulmans qui méprisent Noël et considèrent les usagers comme du bétail. En décembre, ils sont toujours en grève, mais aussi tout un tas de tweets homophobes, c'est vraiment sa ligne. Oui. Rien n'est plus abominable pour un bébé que d'être privé de sa maman chérie, de son doux parfum, de son sein. Alors ça, ces tweets-là, ils sont profondément choquants, et pour le coup, elle le sait, elle en a conscience, et ça provoque tout un tas de réactions indignées. Est-ce que c'est le bon moyen, selon toi, de combattre ces propos-là, que de s'indigner sur le réseau en leur donnant une caisse de résonance complètement dingue? Mais elle, c'est son business model, en fait. Elle a trouvé un filon qui est de tweeter tout et n'importe quoi, que ça va de l'homophobie au racisme, en toute détente. Et justement, ce qu'elle attend, c'est qu'on la retweete. Et il suffit de voir comment elle répond aux gens. En fait, elle dit oui, oui. Enfin, les gens l'insultent, lui disent mais ça va pas ou quoi. Elle dit oui, oui, oui. Elle s'en fiche. Elle, ce qui l'importe, c'est qu'on la retweete et qu'on parle d'elle. Donc effectivement, je pense qu'il faut à un moment donné réfléchir à comment on pourrait dépasser ça, ce jeu de ping-pong, en fait. De donner toujours la parole à ces personnes-là, au final. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, personnellement, je suis une très grande partisane du blocage sur Twitter. D'accord. Je pense qu'à partir du moment... De l'ignorance aussi ? Ouais, voilà, je pense qu'à partir du moment où on voit clair dans le jeu de la personne et qu'on voit que c'est ce qu'elle veut, il faut justement pas lui donner ce qu'elle veut, qui est de discuter avec elle et de retweeter et de lui donner la parole. Jérôme Lebrun, l'indignation est-elle une bonne arme contre l'outrance ? En fait, c'est vrai que c'est une question qui est difficile. Dès qu'on aborde ça, en entendant Mélanie, je pensais au fait que le débat existait déjà dans la presse. Par exemple, au moment où Le Pen a lancé le Front National, où il fallait justement le médiatiser, c'est le moment où il a lancé des phrases du genre « Durafour crématoire », ce jeu de mots idiot sur un ministre de l'époque, etc., etc. Ça avait flambé dans la presse pendant 2 mois. Et à un moment donné, Le Figaro lui-même, qui voyait que justement le succès de cette pratique et que ça finissait par mordre sur les voix des conservateurs, a lancé une sorte de mot d'ordre en disant « arrêtons ». Arrêtons de relayer de cela, parce qu'en fait, en effet, ça le sert directement. Donc c'est vrai que l'utilisation de l'outrance sert avant tout à celui qui la commet, il y a aucun doute. Et on se retrouve devant cette sorte d'aporie, parce que des fois, dans la vie, c'est comme ça, il n'y a pas de... Même moi, si vous voulez, je suis philosophe, et c'est pas pour autant que je vous donne vraiment une règle de vie ou une recette, parce que, justement, face à l'outrance, comme face à l'insulte, et même dans la rue, etc., on a toujours cette... qu'est-ce qu'on fait ? On n'écoute pas, donc on ne donne pas ne pas donner de réponse, c'est ne pas donner de répercussion, ni même de signification, donc c'est très efficace. Ou est-ce qu'au contraire, on répond et on réplique ? Et là, on est vraiment dans une aporie, parce que je dirais les deux sont possibles et les deux sont nécessaires. Parce que si on donne une règle générale, c'est là que je trouve que ça devient dangereux. Ça rimera à rien de ne jamais s'indigner. Et ça rime à rien de s'indigner sur tout et n'importe quoi. Donc voilà, une des choses qu'on entend le plus sur les réseaux sociaux en réponse à ce sentiment, comme je le disais, d'indignation permanente, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait le cas, mais c'est la fameuse phrase « on ne peut plus rien dire ». À en croire certains, l'indignation brimerait leur liberté d'expression. Extrait d'une vidéo de Norman, le fameux youtubeur. Garde à vous ! Soldats, la forêt derrière vous est l'un des terrains minés les plus dangereux de ce siècle. C'est Internet. Notre mission est très simple. Faire une blague sur Internet. Beaucoup ont essayé, très peu en sont revenus vivants. Religion, ethnie, homosexualité, féminisme, politique. Ces sujets sont très sensibles. Vaut mieux pas s'y aventurer. Mais si la blague est subtile et bien faite, sergent!
veux faire le malin, soldat? T'en prie, fais ta blague. Les femmes mettent du temps à se préparer dans la salle de bain parce que... On vient de perdre l'un de nos hommes pour une blague misogyne. Chier. Mélanie Wanga, est-ce qu'on a tendance, comme le dit cette vidéo, comme le raconte cette vidéo, à s'auto-censurer pour ne pas subir les foudres de l'indignation? Est-ce qu'on peut plus rien dire? C'est la question. C'est la fameuse question. Moi, je trouve ça intéressant de cette manière d'encadrer la question parce que est-ce qu'on peut plus rien dire? La preuve que si, c'est que on continue à avoir des propos qui sont homophobes ou sexistes ou racistes. On continue à aller voir ces propos, donc on peut toujours les dire, ils existent toujours. Maintenant, c'est est-ce qu'on peut dire ces propos-là sans avoir de réaction en face? Je pense que c'est vraiment ça la question. C'est avant, je pouvais rigoler sur les Noirs, les Arabes, et personne ne me disait rien. Effectivement, les réseaux sociaux ont aidé notamment certaines communautés à trouver un moyen d'expression, en fait, à trouver une voie, et notamment le féminisme. Et c'est Bien vrai évidemment. Voilà. Ces dernières années, il y a une avancée folle, notamment due aux réseaux sociaux. Tout à fait, et c'est vraiment des espaces qui ont été appréhendés par des personnes féministes qui, justement, ont fait de l'éducation sur les réseaux sociaux. Du coup, dire « on peut plus rien dire », c'est « avant, je pouvais dire une blague misogyne et personne ne me disait rien, donc je pouvais tout dire. Maintenant, quand je dis une blague misogyne, il y a des gens qui me disent « ah, effectivement, c'est misogyne », donc c'est problématique. Je pense que, en fait, on peut toujours tout dire, mais il faut accepter qu'en face, les gens ne soient pas nécessairement d'accord, quoi, et que les gens le fassent entendre et le disent. Moi, ça me paraît pas du tout délirant. Dans la vraie vie, je vais pas insulter des gens en disant « attendez, j'ai le droit de vous insulter, je peux tout dire, on est en République ». Ça fonctionne pas comme ça. Je peux les insulter, mais en face, ils ont tout à fait le droit de me répondre de manière salée aussi de leur côté. Mais Tristan, toi qui observes Internet depuis de très nombreuses années, il y a un changement ces dernières années avec la toute-puissance des réseaux sociaux. Il y a quelques années, Internet, c'était une culture underground, c'était la culture du lol à tout va, de la provocation à tout va. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a l'impression que le rire a disparu d'une certaine manière et qu'il n'y a que de la colère. Alors, juste une chose sur le « on peut plus rien dire », ce qui est assez drôle, c'est quand même un profil de gens qui revendiquent cette phrase. Tous ceux qui disent on peut plus rien dire. En général, ce sont des gens qui parlent beaucoup. Pas seulement qui parlent beaucoup, mais qui ont surtout des trucs assez dégueulasses à dire. C'est souvent cela. D'ailleurs, il y a un profil assez particulier. Enfin, l'extrême droite est familière de ce propos. Mais pas que. Il y a même des personnalités de gauche. On pense notamment à Laurent Ruquier, grosse personnalité médiatique, qui passe son temps à dire on ne peut plus rien dire. Et qui le disent d'ailleurs. Mais en tout cas, quand eux le revendiquent, c'est souvent qu'ils ont un truc assez toxique, effectivement, à passer. Alors, quant aux réseaux sociaux en général, est-ce qu'on rigole moins? Moi, je rigole tout autant aujourd'hui que je rigolais il y a pas mal de temps. Mais je pense qu'effectivement, il y a une sorte de pression sociale qui commence à faire surface et qui se voit effectivement un peu plus sur les réseaux sociaux. Des grosses blagues graveleuses qu'on pouvait peut-être faire il y a une dizaine d'années, aujourd'hui, on ferait un peu plus attention. Et c'est pas simplement une autocensure, c'est simplement une prise en considération qu'on vient en société. Encore une fois, tout le monde peut dire des trucs absolument dégueulasses. On peut continuer à le dire. Mais je trouve qu'il n'est pas forcément malsain qu'il y ait effectivement des réactions en face. Ça s'appelle la pression sociale. Quand je suis à table en famille, on est 10 ou une douzaine, et qu'il y a quelqu'un qui sort un truc dégueulasse, tout le monde va dire arrête, c'est délirant ce que tu dis, et ça fait une pression sur l'individu. Bon, voilà, c'est une façon de réguler aussi un peu la parole publique telle qu'elle s'exprime. Et je trouve que par rapport à il y a 10-15 ans, aujourd'hui, on peut toujours tout dire, mais la société, elle, accepte un peu moins facilement les trucs un peu dégueulasses qu'on pouvait dire il y a 10-15 ans. On le disait tout à l'heure, les tweets les plus indignés sont devenus les tweets les plus visibles, ceux qui ont le plus d'écho. Est-ce qu'aujourd'hui, Mélanie, tu dirais que c'est un moyen d'exister médiatiquement que de s'indigner à tout va sur les réseaux sociaux? Moi, je vais raconter ma propre expérience. J'en ai honte, mais par moments, je singe l'indignation sur les réseaux sociaux parce que je sais que je vais avoir des retweets et des likes. Je me confesse. C'est bien. Est-ce que... Oui, non, de toute façon, dans le cas de la personne dont on parlait avant, c'est clairement un moyen de se faire remarquer. Après, moi, j'ai aussi l'impression que maintenant, il y a... Alors, je ne sais pas si c'est une contre-révolution des réseaux sociaux, mais je vois aussi beaucoup de contenu un peu qui réchauffe le cœur, quoi, d'histoires... J'ai pas le terme en français, mais en anglais, c'est le wholesome content. C'est des choses jolies, des histoires qui se sont bien passées, des animaux qui ont été sauvés. Et ça, j'ai l'impression que ça aussi recueille beaucoup d'engagement. Donc, peut-être que c'est deux polarités, en fait. Peut-être qu'effectivement, on a eu une grosse période de l'indignation sur les réseaux sociaux et qu'on voit que c'est ce que favorise l'algorithme. Mais peut-être aussi qu'il y a d'autres pistes et d'autres émotions qui vont
évoluer dans les années à venir et qui vont être prises en compte aussi sur les réseaux sociaux. Et je voulais qu'on parle ensemble d'une déclaration de l'humoriste américain Kevin Hart qui a subi les foudres des réseaux sociaux assez récemment pour des tweets homophobes. Donc pour le coup, ça l'a empêché d'animer les Oscars. Et lui disait récemment dans une interview que sur les réseaux sociaux, ce n'était pas cool d'être positif, qu'il valait mieux être cynique et toujours en colère et indigné. Est-ce que pour le coup, tu trouves que c'est le bon portrait robot du tweetos cool aujourd'hui? Concernant Kevin Hart, ce qui est assez problématique, c'est qu'il ne dit pas le contenu de ce qu'il a tweeté, ça, mais il a quand même dit qu'il casserait une maison de poupée sur la tête de son fils s'il apprenait qu'il était gay, quoi. Donc c'est quand même violent, et c'est aussi pour ça qu'il y a une telle réaction derrière. Et non, je pense que c'est cool d'être cool. Mais je pense qu'il était dans une entreprise aussi de mea culpa, de dire mais moi je suis pas comme ça, je comprends pas pourquoi tout le monde m'en veut et tout. Mais Kevin Hart, ce qui lui est arrivé, ça lui pendait au nez. Ça faisait des années qu'il sortait des trucs comme ça. Donc je pense pas que ce soit pas cool d'être cool sur les réseaux. Est-ce qu'à certains moments, sur les réseaux sociaux, on a tendance à s'indigner parce que les autres s'indignent? Est-ce que en scrollant Twitter ou en scrollant Facebook, on voit des gens en colère et donc on est beaucoup plus facilement en colère? Qu'en dites-vous, Jérôme? Oui, il n'y a aucun doute, là-dessus. C'est un petit peu ce qui fonde, alors, je dirais toute communauté, mais une communauté, c'est pas forcément quelque chose qui est justement soudé par des règles. Je dis que c'est simplement quelque chose où il y a du commun. Voilà. Et donc, forcément, dans toute communication, les gens qui s'indignent sur les mêmes choses, évidemment, vont retrouver finalement quoi? En fait, une même proposition, une même version de la justice. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que justement, ces versions se confrontent. C'est-à-dire que finalement, la justice, elle peut que s'élaborer dans ce débat-là. Et finalement, la position la plus dangereuse, c'est celle dont vous parliez tout à l'heure, ou celle qui est illustrée dans ce tweet, de dire je peux plus rien, on peut rien dire. C'est sur le tweet en ce moment, enfin depuis longtemps d'ailleurs, et depuis 68 avec d'autres moyens, la position de ce qu'on appelle la majorité silencieuse. C'est-à-dire les gens qui parlent en permanence pour dire qu'ils n'ont pas le droit à la parole, que les médias, c'est réservé aux élites. C'est tout le discours zémourien. Voilà, mais pas simplement zémourien, parce qu'à l'origine, il est gaulliste, en fait. C'est ça qui a mis fin à 68, et ça a été repris par Sarkozy, etc. C'est toute la droite, tout le spectre de la droite qui utilise cette notion de majorité silencieuse et prétend justement parler pour eux. Donc on est tout le temps dans la contradiction totale, parce qu'aussi bien, c'est eux qu'on entend le plus. Mais j'aimerais revenir, pour le coup, à l'indignation qui vient suite à une indignation collective. Est-ce que comment être en adéquation tout simplement avec soi-même quand la pression de la masse se caractérise par des tweets retweetés, likés, qu'on voit sans cesse? Comment prendre le temps d'être en accord avec ses principes et avec ses propres indignations? Là, je vais vous répondre simplement, on n'est jamais en adéquation avec soi-même. Ce serait terrible même d'être en adéquation avec soi-même. Pourquoi? Parce qu'on n'aurait plus besoin des autres. Si on est vraiment absolument sûr de ce que l'on fait, de ce que l'on pense, on n'a plus besoin des autres. Justement, si on parle d'émotion, de parole, de communication, c'est parce que personne n'est en adéquation avec soi-même. Et que cette adéquation, c'est une visée qui se fait à travers l'autre et avec les autres. Et c'est pour ça que voilà, il y a quelque chose qui se passe très important, je trouve, à chaque fois, en fait, qu'on a besoin de liker ou de transférer un post, un tweet, etc., etc., c'est le moment d'interrogation. Le fait qu'on ne soit pas sûr de soi et que, voilà, on se lance pas, etc. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans des situations où, à chaque moment où l'on fait ça, finalement, on est obligé de se reposer la question de ce que l'on pense, de la justice. Et évidemment, ça n'en finit pas, mais c'est tout à fait normal. Mélanie Mwanga, il y a aujourd'hui à peu près une raison de s'indigner par jour, parfois même plusieurs par jour. On a le sentiment que les indignations successives balayent les autres. Comment prendre le temps de s'indigner correctement? Je pense qu'aujourd'hui, on a une relation un peu problématique avec les réseaux sociaux. C'est que je pense qu'on y passe beaucoup de temps. En tout cas, les personnes qui sont dedans et qui y trouvent un accomplissement professionnel ou personnel passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Et parfois, c'est difficile en fait, de se rendre compte qu'il n'y a pas que ça. Et qu'on peut mettre à distance un peu les réseaux sociaux et lire des livres. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand je vois passer quelque chose auquel j'avais jamais réfléchi, ou alors un concept que je ne connais pas. Déjà, c'est de prendre le temps de fermer Twitter,
et d'aller voir sur Internet qu'est-ce que c'est que ce concept-là et potentiellement lire un livre sur le sujet ou au moins un extrait d'un livre. Parce que je pense que si on réagit immédiatement, on voit quelqu'un qui s'indigne, donc nous on réagit parce qu'on se dit ouais c'est une personne que j'apprécie, comme vous disiez, donc je vais réagir. En fait on perd quelque chose dans le sens où on grandit pas en fait en termes de connaissances, quoi. Donc je pense qu'il faut prendre le temps de lire des livres. Voilà, c'est ça que je voulais en dire. C'est un très bon conseil, mais pourtant, c'est vraiment le problème aujourd'hui, c'est que il faut s'indigner vite, il faut tweeter vite. Moi, je suis un drogué, donc moi, je peux pas, voilà, j'arrive pas à décrocher des réseaux sociaux, donc moi, je suis vraiment dessus. Je sais pas, moi, il y a cette l'indignation, c'est aussi pour moi, enfin en tout cas pour moi, c'est aussi une façon d'exprimer un point de vue. Quand je m'indigne sur quelque chose ou quand je vois quelqu'un qui s'indigne sur un sujet et que je relaye, c'est un statement que je fais aussi. Et c'est une expression, j'ai envie de dire, ça peut être aussi une expression politique dans certains cas, légitime. Alors bon, évidemment, le problème, c'est cet excès, disons, dont peut-être que finalement certains, qui ne sont peut-être pas habitués à la consommation des réseaux sociaux, peuvent effectivement péter un câble, simplement, s'ils sont matin, midi et soir en train de s'énerver comme des dingues derrière leur écran. Moi, je suis assez détaché là-dessus, mais sans complexe, en étant connecté vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux. Encore une fois, c'est cette série d'indignations est pour moi plutôt le moment de l'expression d'un point de vue assez clair sur un sujet qui intéresse quelque part la société, même si c'est des micro-débats. Bon, Zemmour, est-ce que c'est la société ou pas? Non, c'est Zemmour, mais ça interpelle malgré tout la société, même si c'est que sur CNews. Mais on peut citer Zemmour, mais on peut aussi citer tout un tas de réactions de politiques, à la fois les tweets de Donald Trump, qui sont le summum même de l'outrance et qui provoquent de nombreuses indignations partout dans le monde, mais aussi n'importe quelle réaction d'Édouard Philippe ou d'Emmanuel Macron, qui seront souvent sujets à indignation. Est-ce que pour le coup, le problème moi, que j'ai avec ça, c'est on est dans une vraie polarisation sur les réseaux sociaux. Ouais. On a l'impression que sur les réseaux sociaux, on est obligé soit d'être pour, soit d'être contre. Ouais. On ne peut pas dire « je ne sais pas » ou « oui, mais ». Ouais, on ne le dit jamais. Non, ça c'est lié en fait à l'écosystème particulier de la circulation de l'information sur les réseaux sociaux. Tout simplement parce que quand on est sur Facebook, sur Twitter, on suit des gens qui sont un peu comme nous, qui sont de notre communauté, qui ont la même tonalité idéologique, et on consomme l'information qui est partagée par des gens qui pensent un peu comme nous. Ce qui fait qu'on est de moins en moins exposé à des bulles adverses, des gens qui sont dans des bulles propres, idéologiques, qui ne sont pas les nôtres, et ça nous conforte, ça nous radicalise un peu dans nos opinions, et surtout, les rares fois où on est exposé à un point de vue adverse, on est choqué, on est surpris, parce qu'on a toujours été caressé dans le bon sens du poil par notre communauté, on n'a que des informations qui vont dans notre sens quand on est exposé à quelque chose qui est autre que ce qu'on pense déjà, on peut péter un câble. Donc il y a aussi vraiment propre à cet écosystème informationnel, il y a le fait qu'il n'y a pas de position médiane. Il y a une injonction sur les plateformes sociales au positionnement. On est pour ou on est contre. Si on a le malheur d'avoir une position médiane, on se fait défoncer par les deux communautés qui vont dire traître, on choisit ton camp. T'es avec nous ou t'es pas avec nous. Sur le sujet du MeToo, et quels que soient les sujets, il faut faire très attention. Le problème, c'est qu'on n'a pas la place d'un livre, on ne peut pas développer de la pensée. Oui, non, on peut faire des threads. Oui, on peut tenter des threads, mais qui seront lus évidemment par ceux de notre communauté ou qui sera mal perçu par la communauté d'en face. En tout cas, cet écosystème spécifique polarise énormément et je pense qu'il participe à cette perception qu'on a de l'extérieur de ce combat permanent en ligne. C'est simplement qu'on a des communautés de gens qui s'enferment dans des bulles et avec une injonction de positionnement. Voilà. Et si t'es pas avec nous, tu es contre nous. Mélanie Mwanga, c'est quoi être woke ? C'est quoi être woke ? Quand le terme a commencé à émerger dans l'esprit mainstream, on va dire, ça voulait dire être conscient des problématiques sociales et sociétales, conscient du racisme, de la misogynie et de comment en fait ces choses-là pouvaient influer sur notre vie. Mais aujourd'hui, c'est devenu une pancarte, quoi, qu'on se colle. C'est-à-dire être woke, maintenant, ça ne veut plus rien dire, puisque, en fait, être woke, ça veut dire aller dans le sens de ce que disent, en gros, de ce que dit la doxa de gauche sur les réseaux sociaux, quoi. On va regarder un extrait de Barack Obama qui parlait justement de cette jeunesse qui se prétend, qui se revendique woke.
One danger I see among young people, particularly on college campuses, Malia and I talk about this, but I do get a sense sometimes now among certain young people, and this is accelerated by social media, there is this sense sometimes of the way of me making change is to be as judgmental as possible about other people. And that's enough. Like if I tweet or hashtag about how you didn't do something right or used the wrong verb, or then I can sit back and feel pretty good about myself. You know, that's not activism. That's not bringing about change. You know, if all you're doing is casting stones, you know, you're probably not going to get that far. Mélanie, est-ce qu'on peut lui donner tort? Bah oui, enfin, dans une certaine mesure. Je suis assez d'accord sur ce qu'il dit que si on fait que ça, c'est problématique. Mais en fait, ça a toujours fait partie de l'activisme, en fait. Quand on fait partie d'un mouvement, par exemple le mouvement féministe, je vais prendre cet exemple-là. Et en fait, quand au sein du mouvement féministe, on a des personnes qui sont problématiques par ailleurs, qui en fait portent peut-être des propos racistes, ou alors qui je sais pas, qui défendent des violeurs. Je donne un exemple. Bah, c'est quand même très courant, et depuis très longtemps dans l'histoire du mouvement, on dit à ces personnes, regarde ce que tu fais, ça va à l'encontre de ton engagement par ailleurs dans ta cause. Moi, ça ne me choque pas, mais effectivement, si on fait que ça à longueur de temps, on se retrouve dans une impasse. Mais j'ai l'impression aussi que Barack Obama, depuis qu'il a terminé ses mandats, il est un peu aussi dépassé par tout ce qui se passe dans la société américaine, quoi. C'est un vieux con, on peut dire OK boomer Obama. Quelque part, je pense qu'il n'a pas du tout anticipé l'ère Trump, et du coup, les modalités ont changé aussi par rapport à son mandat à lui, quoi. Jérôme, je voulais vous poser une question. Le sous-titre de votre dernier livre, Scandale et démocratie, c'est « Que faire de notre indignation ?» Moi, je trouve que c'est une excellente question. Alors, je vais vous la poser. Que faire de notre indignation sur les réseaux sociaux? Eh bien déjà, c'est une sorte de prolongement ou de variation d'une question plus globale et bien célèbre, puisqu'elle a donné lieu aussi à un livre très très célèbre, mais qui est de Lénine, et qui est « Que faire ?» Parce que c'est un petit peu la question de base, et qui se repose à chaque fois de manière différente dans nos sociétés. Et donc, dans la mesure où justement, ce qui semble émerger maintenant dans ce qui est quand même de l'ordre de la pratique, qui est la communication sur les réseaux sociaux, comme c'est l'indignation, du coup, on peut se demander qu'en faire. Et puis c'est une manière de mettre en question aussi quelque chose que je trouve en même temps très vrai, qui est l'impératif d'Essel. Indignez-vous. Voilà. Alors je crois qu'il faut partir de cet impératif-là, d'une nécessité en effet de s'indigner, c'est-à-dire c'est la nécessité de la résistance en fait, de la résistance à des formes d'injustice qui aussi sont lointaines, parce que c'est aussi un petit peu le problème des réseaux sociaux. On s'indigne énormément sur des choses qui nous sont très proches, mais en revanche, quand il y a à nouveau 300 personnes qui meurent dans la Méditerranée en essayant de joindre les côtes, ça fait pas la une ça va pas non plus remplir les réseaux sociaux. Donc voilà, c'était sachant que cette indignation est là, comment on la transforme, comment on en fait quelque chose qui est indissociablement de la parole et des actes, parce que pour moi, il n'y a pas du tout il y a aucune frontière entre l'un et l'autre. Les deux sont absolument indispensables. Et voilà, et sinon, c'est un appel à la liberté d'expression, aussi dans une confrontation avec la version anglaise, qui est plus extrême d'une certaine manière. Je trouve qu'il y a du bon dans la version... libérale, oui, voilà. Voilà. Et je trouve qu'il y a de libéral dans un très bon sens qu'on n'emploie plus très souvent aujourd'hui, d'ailleurs. Oui. Mais voilà, il y a des choses à voir dans la confrontation entre les versions françaises et les versions anglo-saxonnes de la liberté d'expression. Est-ce que l'indignation a tendance à décrédibiliser? Je vous dis ça parce qu'on se souvient tous de la fameuse phrase de Nietzsche « Nul ne ment autant qu'un homme indigné ». Oui, c'est vrai, mais Nietzsche, il avait aussi une relation assez ambiguë à la vérité, donc c'est pas forcément une mauvaise chose de mentir. Oui, c'est-à-dire que l'indignation n'est sans doute pas la meilleure relation possible à la vérité, mais c'est une de ces relations, et d'une certaine manière, elle est indispensable. Elle est peut-être introductive à la question de la vérité, ou elle est peut-être ce qui la relance en permanence. Et après, on peut passer à autre chose, en effet, les livres, voilà. Mais voilà, c'en est un des éléments. Et même si ce n'est pas la vérité même, de toute façon, comme la vérité n'existe pas, et Nietzsche serait le premier à le dire, ce n'est pas véritablement un problème. On élabore un sens commun ensemble. C'est plutôt une question de sens que de vérité, et il y a du sens dans l'indignation.
Tristan, est-ce que ça sert à quelque chose de se mobiliser, voire même de s'énerver sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est pas vain tout cela? Non, ça a une utilité, parce qu'il y a des conséquences, réelles. Par exemple, il y a des campagnes, pour reprendre l'affaire Zemmour, la campagne sur les réseaux sociaux a fait que des annonceurs se sont retirés. Oui, mais typiquement, tu as suivi la campagne électorale 2016 aux États-Unis. Ouais. De nombreuses personnes s'indignaient à longueur de temps suite aux propos de Trump, et Trump a été élu. Oui, mais là c'était autre chose, c'est que ça appelait à un cœur électoral particulier qui était nourri à ce genre d'indignation et aux propos extrêmes outranciers de Trump, qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui, sans aucun complexe, et qui, encore une fois, excite sa base et son cœur nucléaire. Donc lui, il s'adressera toujours à eux, ça ne changera pas grand-chose. Mais par contre, en France, enfin, dans les quelques cas, il y a des cas où ça a un impact réel, où l'indignation peut se traduire par, encore une fois, des annonceurs qui vont quitter le financement de telle ou telle personne ou de tel ou tel média. Donc ça a des conséquences dans le réel, dans le vrai, dans le concret, l'argent. Là, on parle du portefeuille, on ne peut pas plus concret que ça, quoi. Donc l'indignation, on peut avoir ça n'est pas que de la parole en l'air, ça a des conséquences réelles. Et puis aussi, ça a des conséquences, encore une fois, parfois, quand on s'indigne injustement d'un individu, ça peut avoir un impact sur l'individu. Enfin bref, l'indignation, c'est pas quelque chose qui flotte dans l'éther. C'est quelque chose qui est vraiment, pour moi, basé dans le réel et qui a des conséquences absolument réelles et solides. Mélanie, il y a de plus en plus de militants qui s'épuisent à force de s'indigner sur les réseaux sociaux. On a parlé pour certains de burn-out, et pour certains, ils reviennent à une forme de publication sur les réseaux sociaux beaucoup plus apaisée. Tu le disais tout à l'heure, avec des animaux, des paysages. Est-ce que tu les comprends en réalité? Je comprends le burn-out militant, effectivement, surtout... dans le cas du militantisme antiraciste et féministe, c'est très compliqué parce qu'on se prend en face des attaques très très violentes qui peuvent aller jusqu'au doxing, avec divulgation de l'adresse, des coordonnées en ligne, des gens qui à longueur de temps nous disent de nous suicider. Enfin, c'est très très difficile sur une longue période. Quand ça arrive et que ça s'éteint, ça va, mais généralement, une fois que c'est arrivé, ça se relaie. Les personnes, en fait, disent « Ah, vous êtes identifié comme une cible, donc on revient régulièrement vers vous, et on revient régulièrement, et vous reprenez une vague régulière de harcèlement. » Donc, le burn-out militant, je comprends tout à fait. Je pense qu'après, une fois qu'on l'a vécu, on cherche effectivement, quelque part, et c'est ça que je trouve intéressant, quelque part à se protéger aussi, à continuer à faire le travail, mais en prenant des protections. Et donc, peut-être cette phrase de « on ne peut plus rien dire », au final, elle s'applique aux personnes qui sont justement sur le front en fait, de ces luttes-là. Quand on est une femme et qu'on a été harcelée en ligne parce qu'on est féministe, je peux vous dire que la fois d'après, on fait attention à ce qu'on dit, comment on le dit, où on le dit, à qui on le dit, parce qu'on sait quelles peuvent être les conséquences. Tristan, depuis tout à l'heure, on parle d'indignation sur les réseaux sociaux, mais en réalité, on parle énormément de Twitter, on parle aussi un peu de Facebook. Pourquoi on a tendance à être moins indigné sur Instagram, Snapchat, TikTok? Alors en fait, on peut l'être tout autant, mais il y a une particularité, il y a une différence entre Twitter et déjà Instagram. C'est que sur Instagram, on ne peut pas retweeter l'indignation de quelqu'un. Et ça change énormément de choses. Sur Instagram, on a sa propre production, on produit son contenu et on ne peut pas relayer, encore une fois, le contenu de quelqu'un d'autre. Donc pour la viralité, pour la puissance, pour le feu qu'on peut allumer, c'est plus difficile sur Instagram que sur Twitter. Sur Twitter, tu tweets quelque chose, tu es indigné sur quelque chose, ou tu tweets quelque chose de dégueulasse, je vais te retweeter en m'indignant moi-même, et ceux qui me suivent vont me retweeter moi-même, parce qu'eux-mêmes sont indignés, enfin bref. Mais c'est aussi parce qu'il est plus facile de s'indigner à travers le texte. Sur Instagram, on ne peut pas froncer les sourcils et dire « Oh là là, je suis pas content ». Je peux te mettre une image bien dégueulasse sur Instagram qui va te rendre dingue. Sur Instagram, je peux aussi faire une petite BD absolument abjecte et immonde. Donc je crois qu'en fait, les modalités sont plus ou moins... tu peux être tout aussi indigné sur Instagram qu'ailleurs, mais je pense que c'est la particularité du fait qu'on ne peut pas retweeter un contenu avec cet effet d'entraînement qui est propre à Twitter et qu'on ne retrouve pas tout à fait sur Instagram. Même sur Instagram, on peut s'indigner, il peut y avoir du bordel. Mais sur Twitter, en tout cas, l'aspect viral est beaucoup, beaucoup plus puissant. Merci à tous les trois d'être passés par le plateau de Pouce. Merci Tristan Mendès France. Merci Jérôme Leb. On retrouve vos livres Scandale et démocratie, mais aussi Éloge de l'immobilité. Merci Mélanie Mwanga d'être venue sur le plateau. Le podcast Le Chip que tu co-animes avec Kevin Donat et François Oulac est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.